Savoir structurer ses questions quand on fait un accompagnement est essentiel pour la qualité des entretiens. L'expérience montre que nous sommes plus à l'aise avec les questions fermées parce qu'elles sont structurellement plus simples, elles viennent plus spontanément à l'esprit. Pour autant, ce sont avec les questions ouvertes qu'il vaut mieux travailler quand on fait un accompagnement parce qu'elles favorisent la libre expression du client. Elles sont donc plus riches en soi. Alors quand on est jeune thérapeute, parfois il y a des apprentissages à acquérir, des habitudes à prendre sur ce sujet-là. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner les 5 clés d'une bonne question ouverte. Nous allons voir ensemble comment les utiliser, à quel moment de la thérapie, pour aller rechercher quoi, dans quelle intention. Il va y avoir encore une fois de plus beaucoup de matière dans cette vidéo. Donc si le sujet du questionnement en thérapie et en accompagnement est un sujet qui vous passionne tout comme moi, je vous invite tout simplement à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la notification. Alors plongeons ensemble dans l'art subtil de poser de bonnes questions et commençons par cette définition. C'est quoi une bonne question ouverte ? Alors, commençons par cette définition. Les questions ouvertes sont des requêtes qui favorisent la libre expression du client. Comme je le disais à l'instant, c'est le mode de question à privilégier. En effet, elles permettent la réflexion introspective du client par l'expression de ses émotions, de ses pensées et de ses ressentis, ainsi que son implication dans la réponse. C'est à partir de ce type de questions que le thérapeute peut obtenir des indications précieuses sur le processus psycho-émotionnel de son client, à savoir ses biais cognitifs, ses croyances et ses résistances. En contrepartie, les réponses peuvent être parfois imprévisibles. Les questions ouvertes encouragent donc le client à s'exprimer librement, à réfléchir et à se connecter à ses émotions, alors que les questions fermées, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, elles sont plutôt utilisées afin d'orienter les conversations vers des points spécifiques, de clarifier des détails ou de cadrer la discussion. Alors, je vous donne les 5 clés pour formuler une bonne question ouverte. La première clé, commencez par un mot interrogatif ou une phrase d'ouverture. Pour vous aider, vous avez le fameux acronyme proposé par la boussole du langage, CQQ, c'est occupé. Pour comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi. Quand vous commencez une phrase par l'un de ces mots, vous ouvrez une question ouverte. Pour autant, en psychothérapie, l'expérience montre qu'en début d'un échange notamment, on va s'appuyer sur des questions avec que, comme que ressentez-vous, que voulez-vous, qu'évitez-vous. Qu'est-ce que, comme qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Qu'est-ce que vous voulez dire par... Il y a aussi comment qui est très utilisé. Par exemple, comment le vivez-vous aujourd'hui? Comment lui avez-vous manifesté cela? Comment avez-vous réagi? Ensuite, quel, pour quelles difficultés rencontrez-vous à ce sujet par exemple? Ou quel est le problème? Et le dans quel, comme dans quelles circonstances cela s'est produit. À titre personnel, j'aime bien aussi les 4 types de questions suivants. Le où avez-vous appris cela, pour questionner par exemple une croyance. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet-là, pouvez-vous être plus explicite. Le sous quelle forme, qui est très intéressant aussi. Sous quelle forme ce problème est-il une opportunité pour vous? Sous quelle forme pourriez-vous faire différemment? Et enfin, le fameux pourquoi, ou pour quelle raison, qui est sa forme plus nuancée. Je vais prendre quelques minutes au sujet de cette dernière forme parce qu'elle est souvent controversée. La forme pourquoi n'est pas nécessairement déconseillée en psychothérapie, comme on l'entend parfois. Mais son utilisation doit être considérée avec précaution pour 3 raisons. Pour ma part, avec ces 3 précautions, dans le cadre thérapeutique, le pourquoi peut être un outil très puissant pour encourager l'exploration en profondeur d'un schéma comportemental ou émotionnel qui entrave le client dans sa vie. Je vais vous raconter une anecdote d'un jeune garçon comme ça de 35 ans que j'avais suivi en thérapie pendant quelques années.
que je vais prénommer Paul, pour le coup, et qui avait beaucoup de difficultés dans sa relation avec les autres, que ce soit amicale ou professionnelle. On avait été visiter ensemble son passé développemental, on avait réussi à mettre du sens et des mots sur cette partie de lui qui était vraiment dans la méfiance. Notamment, on avait évoqué la phase du collège où il avait vraiment vécu un harcèlement incroyable, de l'humiliation, et où il n'avait pas eu le soutien de sa famille. Et au fil comme ça des entretiens, on avait pu quand même mettre du sens sur son histoire, du sens sur son expérience. Pour autant, je voyais bien que les choses ne bougeaient pas. On avait des fois, je faisais des propositions et puis il disait ok, je vais mettre ça en place jusqu'à notre prochain entretien. Et puis il est arrivé au prochain entretien, rien n'avait été mis en place. Et en fait, rien ne bougeait, alors qu'il avait vraiment une bonne conscience à un moment donné du pourquoi de cette part de lui qui était dans la méfiance. Mais cette partie de lui ne voulait pas bouger, en tout cas ne voulait pas lâcher et de se détendre par rapport à ce qu'il avait, lui, en tant qu'adulte, envie de vivre. Et notamment, il avait envie de construire une belle relation avec une jeune femme qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant. Et je ne sais plus précisément ce qui s'est passé dans l'entretien, mais je me rappelle avoir utilisé le pourquoi, justement. Parce qu'il y avait... on s'était mis d'accord, je crois, à l'entretien précédent, par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, une fois de plus, il était arrivé en disant qu'il n'avait rien mis en place, en tout cas, il n'avait rien tenté. Et donc, je lui ai posé la question, à ce moment-là, je me rappelle, je lui ai posé cette question. Vous voyez, Paul, j'ai l'impression que vous ne prenez rien là de ce que je vous propose, de ce que l'on voit ensemble, pourtant vous me dites oui, puis finalement, d'un entretien à un autre, rien ne bouge, rien n'est fait. Et je me demande pourquoi c'est là, Paul. Pourquoi vous restez avec ça? C'est un peu comme si vous aviez envie d'être seul avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'appliquez pas ce qu'on essaie de voir ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez dans l'entretien, puis derrière, ben, vous ne mettez rien en place, rien en œuvre? Pourquoi c'est là, Apple? Et je me rappelle, cette question-là, elle l'avait un petit peu secouée, et je lui avais laissé le temps de la réponse, parce que sa réponse a été assez, c'est pour ça que je m'en souviens, a été assez perturbante, pardon. Il m'a dit, mais parce que ça me fait peur, Laurent. Parce que j'ai peur de changer. Vous voyez, c'est intéressant. Il avait peur de changer. C'est pas qu'il n'en était pas capable, c'est qu'il avait eu tellement l'habitude de se méfier des autres qu'il ne savait pas ce que c'était une relation sans se méfier et que pour lui, c'était devenu identitaire de se méfier des autres. Donc vous voyez, c'est intéressant de questionner ça. Et le pourquoi a amené ça? Parce que c'était vraiment, pour moi, une vraie question et je voyais bien que les choses ne bougeaient pas et que c'est à travers ce pourquoi-là, justement, qu'il a pu, à ce moment-là, mettre des mots sur ses freins, sur ses résistances à changer. Voilà, continuons la présentation. La deuxième clé à connaître pour poser une bonne question ouverte, c'est soyez clair et spécifique. Vous voyez, il vaut mieux éviter les formulations trop générales pour limiter les discussions stériles ou sans grand intérêt. Une séance de Gestalt dure environ 45 minutes par exemple. Le temps est donc compté. Et dans ces conditions, il est préférable d'être précis dans ces questions pour favoriser l'introspection du client ou guider la discussion vers un aspect particulier. Exemple, plutôt que de dire comment allez-vous, par exemple, optez plutôt comme comment cela s'est passé depuis notre dernier entretien ou qu'est-ce qui a été davantage en figure pour vous durant cette dernière période. La troisième clé, encourager l'expression des émotions plutôt que celle des pensées. L'expérience émotionnelle est au cœur de tout accompagnement thérapeutique. Il est plus essentiel de comprendre le vécu émotionnel du client que les faits évoqués. Déjà parce que les faits évoqués sont subjectifs. Comme je vous l'ai présenté dans ma première vidéo, c'est quoi une bonne question en thérapie et en accompagnement?
Et ensuite, parce que le problème rencontré par le client est avant tout émotionnel. S'il était purement intellectuel, il ne serait pas devant nous. Enfin, quand on questionne l'émotion, le client se sent davantage pris en compte. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous ressentez à propos de cette décision est plus impactant que qu'est-ce que vous pensez à propos de cette décision. Parce que la question prend en compte ce que le client vit et ressent. La quatrième clé, qui demande de la pratique, favoriser l'introspection et l'exploration et éviter autant que possible la rationalisation. Vous voyez, il est nécessaire en accompagnement d'encourager le client à réfléchir à ses propres motivations, à ses pensées, à ses comportements. Plus l'introspection est profonde, plus elle sera aidante à une meilleure compréhension de soi, de son expérience de vie, et à favoriser l'émergence de prises de conscience propices à créer les changements. En tant que thérapeute, notre attention se pose sur le processus psycho-émotionnel du client plutôt que sur le contenu. Nous nous intéressons davantage au comment les événements arrivent plutôt qu'au pourquoi ils se produisent. Pour vous donner un exemple, il vaut mieux privilégier un « comment faites-vous pour vous mettre en colère » à un « pourquoi vous êtes-vous mis en colère ». La première forme va davantage inciter le client à plonger dans son monde intérieur, l'amenant à examiner ses pensées, ses motivations, ses peurs et ses aspirations. L'autre forme va davantage lui permettre de rationaliser, et il est fort probable qu'il vous explique en quoi le comportement de l'autre l'a amené à être en colère, la justifiant ainsi. Et enfin, la cinquième clé qui est essentielle. Après avoir posé une question, écoutez attentivement d'une part la réponse verbale et non verbale du client, et d'autre part votre propre ressenti. C'est-à-dire comment vous recevez vous-même la réponse du client dans ces deux composantes verbales et non verbales. Et lors d'une réponse du client, vous pouvez très bien recevoir à la fois un message verbal et non verbal qui soit en contradiction. Dans l'ici et maintenant du cabinet, il est donc important d'être attentif autant que possible à l'intégralité de la réponse du client en privilégiant plutôt son canal sensoriel, c'est-à-dire ses ressentis, ses impressions, ses intuitions, sa vision, son audition, plutôt que son canal cognitif, qui est plutôt dans le champ de la mentalisation. Ce deuxième canal est essentiel bien entendu, mais dans un second temps, pour déchiffrer notamment tout ce qui s'est passé d'un point de vue sensoriel. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les questions ouvertes vous aura plu. J'ai conscience qu'il y avait encore une fois de plus beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. La prochaine vidéo sera sur les questions fermées. Elles sont aussi utiles en thérapie, en accompagnement. On verra de quelle manière les utiliser et à quel moment. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne pratique, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.